Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus assister à cette session. Cette session a un but bien particulier. Elle se situe autour de Keynes et du livre qu'il a publié à la fin de 1919, après la fin de la Première Guerre mondiale, et qui a pour sujet le traité de Versailles. Alors, nous n'allons pas évidemment nous appesantir sur le traité de Versailles. Il y a des bibliothèques qui ont été écrites sur le sujet, mais le traité de Versailles, spécifiant tout de suite, c'est un des traités qui ont mis fin à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a eu 16 traités de paix entre les différents belligérants. Le plus important pour la France, et pour l'Angleterre, et pour les États-Unis, ce fut le traité de Versailles, qui est un traité de paix avec l'Allemagne. Les autres traités de paix avec l'Autriche, etc., ont été signés après. Donc, Keynes, pendant la Première Guerre mondiale, Keynes avait été au Trésor britannique, avait été haut fonctionnaire au Trésor britannique juste après ses études à Cambridge, et il avait démissionné, puisqu'il se sentait inutile au Trésor britannique. Il avait immédiatement démissionné, mais lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, il a repris du service. Le ministre des Finances d'alors, Lloyd George, qui est devenu par la suite Premier ministre, lui avait demandé des conseils, notamment sur le fait de suspendre ou non la convertibilité de la livre sterling lors, justement, de l'éclatement du conflit en août 14. Keynes était contre. Donc il a conseillé à George, et puis petit à petit, il a réintégré le Trésor, et il avait sa division à lui, la division A du Trésor, avec accès direct au ministre, et il a donc s'est occupé des finances de guerre, des emprunts auprès des États-Unis, etc., etc. Après la signature de l'armistice, Keynes a fait partie de la délégation britannique qui est venue négocier le traité de paix à Paris. Cette négociation est très particulière. Ça n'a pas été une négociation avec l'Allemagne. Pour la première fois dans l'histoire, les vaincus n'étaient pas à la table des négociations, ça a été un grand marchandage entre les vainqueurs, pour savoir ce que l'on allait imposer aux vaincus. Et ensuite, à la fin, on a proposé un traité à l'Allemagne, on a modifié certaines petites choses pour tenir compte de certaines remarques, et ensuite, ça a été donc le traité de paix signé le 28 juin 1919 à Versailles, dans la Galerie des Glaces, ce qui répondait à un esprit quand même de revanche de la part surtout de la France, puisque en 1871, c'était dans la Galerie des Glaces, la France avait été vaincue par l'Allemagne, et c'était dans la Galerie des Glaces qu'avait été proclamé l'Empire allemand. Donc c'était une sorte de symbole et de revanche sur cet épisode. Keynes n'a pas assisté à la signature du traité, il était contre certaines dispositions du traité et il a démissionné début juin. Et il était rentré à Londres. Ensuite, il écrit son livre. D'abord, il se repose parce qu'il était complètement épuisé. Et ensuite, il a écrit son livre qui a été publié fin 19. Lors des négociations de paix, Keynes n'a pas participé directement à la négociation sur les réparations. C'était l'objet à un niveau beaucoup plus haut que lui de Clemenceau, de Lloyd George et des ministres, et du président Wilson. Mais il a eu quand même un rôle très important, notamment au Conseil économique suprême, et puis il a essayé de négocier en coulisses, et d'essayer de faire valoir ses arguments en coulisses. Et comme le dit son amie Virginia Woolf, chaque fois que Maynard se mêle de modifier les choses en coulisses, c'est l'échec. Et effectivement, ça a été l'échec pour lui, d'où sa démission. Donc, il faut aussi noter que cette préoccupation concernant les réparations que l'Allemagne et les pays vaincus devaient payer aux vainqueurs n'est pas nouvelle. Il y a eu des indemnités de guerre en 1971 demandées par l'Allemagne à la France. Et puis, pendant la Grande Guerre, dès les années 1916-17, le Trésor britannique demande à Keynes et à Ashley donc, de rédiger un rapport sur les éventuelles indemnités qu'on peut demander aux vaincus.
Alors ce rapport est relativement peu connu et il fera l'objet de la première communication par Claire Sylvan. Ensuite, j'analyserai brièvement, dans une deuxième communication, le contenu général et politique des conséquences économiques de la paix. Et enfin, avec Guilherme Sampaio, on verra les réactions en France à ces conséquences économiques de la paix, puisque le livre a fait scandale et pendant des décennies, des auteurs se sont appliqués à le critiquer. Donc voilà le programme. Je passe la parole à Claire Sylvan. Alors voilà, merci. Alors j'ai le plaisir de débuter cette session par la présentation, comme l'a dit Gilbert Faccarello, d'un texte assez peu connu, écrit par Keynes et Ashley, dont vous voyez les noms affichés au-dessus, au sujet des réparations ou des indemnités, de l'indemnité de guerre. On utilisera tout ça comme synonyme pour faire plus simple. Donc ce texte, c'est le Memorandum on the Effect of an Indemnity, donc, qui a été signé le 2 janvier 1917. Alors, je l'ai intitulé Keynes et Ashley à contre-courant parce que, vous le verrez, les positions qui sont défendues peuvent en tout cas apparaître comme un petit peu étonnantes, à la fois dans leur contexte immédiat et aussi d'un point de vue rétrospectif. Alors, si certains ou certaines d'entre vous souhaitent le consulter, ce texte, il figure à l'intérieur des œuvres complètes, donc les Collected Writings édités par Cambridge University Press. Donc ça se situe dans le volume 16, pour ceux qui souhaitent le consulter, aux côtés des autres écrits de Keynes sur ses activités lors de la Première Guerre mondiale, essentiellement des activités financières. Alors avant de rentrer dans le cœur du texte, avant de rentrer donc dans le cœur du texte, d'examiner sa teneur, sa signification, on va présenter quelques éléments généraux de contexte. Alors, dès le début de la guerre, comme l'a dit Gilbert Faccarello, en tout cas dès les premières années de la guerre, à peu près au milieu, le Trésor britannique se préoccupe déjà d'éventuelles réparations, d'éventuelles indemnités qu'il y aura à payer par le vaincu au vainqueur à la fin de la guerre, après la victoire. Bon, on pense déjà que l'Allemagne sera défaite. Et donc le Trésor britannique souhaite savoir quelles seraient les conséquences possibles, les effets possibles d'une indemnité qui serait demandée à l'Allemagne une fois celle-ci vaincue. Et donc c'est Keynes et Ashley qui vont être chargés par le Trésor de réaliser un mémo, une note qui leur est destinée sur cette question. Donc ils investiguent le problème en 1916 et le résultat est produit au tout début de l'année 1917. Alors le cahier des charges, c'est le terme qui est utilisé dans le texte exact de ce qui leur est demandé. Donc c'est premièrement de connaître les probables effets économiques sur le commerce et l'industrie d'une indemnité, qu'elle soit en monnaie ou en nature. Là, je traduis le cahier des charges exact. Et donc, il s'agit également d'évaluer les effets de l'indemnité selon le type de versement, selon le délai de versement. Donc, il s'agit aussi d'examiner les modalités de versement de l'indemnité. Alors, l'objet de ce travail, l'objet de ce mémo, c'était aussi d'essayer d'évaluer, d'examiner une idée qui courait alors, depuis la défaite de la France face à l'Allemagne en 1871. Donc cette idée, c'est le fait qu'une indemnité, finalement, de manière peut-être contre-intuitive, serait préjudiciable aux intérêts du pays qui reçoit l'indemnité. C'est une idée qui est quand même assez contre-intuitive. Donc elle aurait finalement un effet négatif pour le pays récipiendaire de l'indemnité et réciproquement un effet positif pour celui qui la verse. Alors, je rappelle très rapidement, même si ça a été bien fait dans l'introduction, le pédigré des protagonistes au moment dont on parle. Alors, John Maynard Keynes, vous connaissez probablement le personnage. Donc, à la période qui nous occupe, donc 1916-1917, il est conseiller au Trésor britannique. Il est en charge des questions de financement de guerre.
Alors, une petite remarque, il faut savoir que sur le plan personnel, donc, comme ça a été dit, Keynes était pacifiste, il avait fortement milité contre la guerre totale, et donc ça lui a valu des positions assez compliquées, avec une réintégration du Trésor pour se mettre au service de son pays, et puis après une démission dans les circonstances qui vous ont été expliquées. Et puis l'autre auteur de cette note, c'est William James Ashley, donc vous voyez sa photo. Lui, c'est un historien, et pendant la Première Guerre mondiale, il est professeur d'histoire à l'université de Birmingham, et on dirait aujourd'hui que c'est un spécialiste d'histoire économique. Donc voilà les deux protagonistes. Alors, revenons brièvement sur cette idée qui va être discutée par Keynes et Ashley, l'idée selon laquelle l'indemnité nuirait aux pays qui la reçoivent. Alors, on peut en dire quelques mots. Cette idée, elle a été popularisée au début du XXe siècle par un intellectuel anglais pacifiste, qui s'appelle Norman Angell, dont vous voyez ici la photo. C'est un intellectuel qui recevra par la suite un prix Nobel de la paix en 1933 pour ses positions pacifistes. Et donc cette idée a été en vogue jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors, quelles sont les raisons qui pourraient bien expliquer que l'indemnité soit néfaste aux pays qui la reçoivent ? Alors, on va résumer grossièrement les arguments. Alors, le paiement d'une indemnité s'accompagnerait, pour le dire de manière un peu forte, d'un envahissement des produits du pays vaincu dans les pays vainqueurs. Donc ça aggraverait la concurrence internationale. Deuxièmement, donc, la réception de l'indemnité, notamment lorsqu'elle se traduit par des transferts, on y reviendra après, en monnaie, en devises, en métaux, eh bien ça provoquerait des tensions inflationnistes. Donc ça, c'est un argument dont on perçoit la nature quantitativiste, on pourrait dire. Et donc ces deux arguments, ils auraient été accrédités par la crise allemande du début des années 1870, qui donnerait raison à ces arguments. Donc je redonne quelques éléments rapides. Donc l'Allemagne, après sa victoire en 1871, sa victoire sur la France, a reçu un certain nombre de transferts en guise de réparation, donc des transferts de propriété matérielle, les chemins de fer, l'annexion de l'Alsace-Lorraine, voilà, mais également un versement de 5 milliards de francs qui donc ont été essentiellement réalisés sous forme de transferts de titres et de transferts de francs or. Donc, le transfert s'est fait essentiellement en or, du point de vue donc monétaire, du point de vue métallique. Et 2 années plus tard, en 1873, l'Allemagne subissait de plein fouet une crise financière qui s'est ensuite transformée en crise économique majeure. D'accord. Donc voilà l'idée qui était très répandue. Donc évidemment, d'autres auteurs tenaient des positions un petit peu différentes. C'est le cas, par exemple, d'Adolf Wagner, qui avait un diagnostic un petit peu différent, qui pensait, lui, que l'indemnité avait eu beaucoup d'effets négatifs, mais qu'elle avait quand même pu profiter un petit peu à l'Allemagne en permettant une hausse des salaires, une hausse du niveau de vie, etc. Voilà. Donc, c'est cet argument-là, l'argument de Norman Angell, qui a servi à une partie des protagonistes de la Première Guerre mondiale à mettre en doute le bien fondé d'une indemnité. Alors, pour évaluer donc la pertinence de cette affirmation, Ashley et Keynes vont recourir à une lecture à la fois historique et économique, on pourrait dire. Et l'expérience de 1871-1873 leur sert de support tout au long du mémorandum. Alors, quelle va être la contribution majeure de Keynes et de Ashley dans ce document ? Eh bien, Keynes et Ashley vont fournir au Trésor une analyse finalement bien plus nuancée que cette idée qui circulait à l'époque, alors même que Keynes était par ailleurs un admirateur des travaux de Norman Angell. D'accord, il l'avait fait inviter au Political Economy Club. Enfin, c'était quelqu'un qu'il appréciait, qu'il estimait. Mais néanmoins, il prend ses distances avec lui sur cette question de l'indemnité. Alors avant d'aller plus loin, donc, j'ai indiqué que je donnerais quelques éléments supplémentaires de définition. Donc quelques généralités tout d'abord sur ce qu'on entend
par cette notion d'indemnité. Alors, une indemnité, c'est un transfert, une indemnité de guerre, c'est un transfert qui se produit entre deux pays suite à un conflit militaire et qui peut prendre différentes formes. Donc, des transferts matériels, transferts de marchandises, transferts d'actifs. On a parlé des chemins de fer, par exemple. Ça peut se faire ensuite, les chemins de fer et par exemple le matériel roulant, qui fait partie de ces actifs. Ça peut se faire ensuite par des transferts monétaires ou des transferts financiers, donc de titres immédiats. Et enfin, l'indemnité peut également être versée sous forme de promesses d'engagement futur de transfert de titres qui correspondrait à, on pourrait dire, à un étalement du versement de l'indemnité dans le temps. Donc ça, c'est ce en quoi consiste une indemnité. Et donc, l'expérience allemande, entre 1871 et 1873, je rappelle en quoi elle a consisté. Cette expérience d'indemnité allemande, c'est une des seules qui est à la disposition des économistes et des historiens pour étudier l'impact d'une indemnité, puisque c'est un précédent historique d'avoir une indemnité aussi forte. Donc 5 milliards de francs or avaient été versés à l'Allemagne en guise de réparation. Ces 5 milliards avaient été grossièrement récoltés par la France à travers 2 grands emprunts réalisés par le gouvernement français. Emprunt de 2 milliards en 1871, emprunt de 3 milliards en 1872. D'accord ? Et l'indemnité a également été versée sous la forme donc, du transfert de la propriété des chemins de fer d'Alsace-Lorraine, des versements en or et de devises, des transferts de titres. Et donc cette indemnité aurait permis à l'Allemagne donc, de réduire ses impôts et a en même temps alourdi la dette publique française. Ça, c'est un fait observé par les historiens. Alors, selon Keynes et Ashley, c'est une erreur d'avoir assimilé ces éléments-là aux causes qui ont mené à la crise qui a suivi dans les années suivantes, puisque cette indemnité a été suivie, je ne dis pas qu'elle a été causée, je dis qu'elle a été suivie quelques mois plus tard par un moment d'euphorie boursière et immobilière en Europe. Donc on a eu ce qu'on peut considérer comme une bulle qui s'est développée sur les actifs immobiliers et sur un certain nombre d'actifs financiers. Bulle qui a éclaté à Vienne d'abord en mai 1873 avec ensuite une série de faillites bancaires, en Allemagne, en Autriche d'abord, et puis on a assisté à une contagion à l'Europe entière, puis après on a eu une période de longue stagnation, comme vous le savez peut-être, qui a été décrite par bien des historiens économiques. Donc évidemment, l'intention immédiate a été d'incriminer l'indemnité. Et donc Keynes et Ashley vont montrer que c'est une erreur d'incriminer directement l'indemnité, le versement de l'indemnité. Alors, la réponse donc, de Keynes et Ashley, ça a été de dire que l'indemnité n'aurait fait que précipiter une crise dont les causes profondes étaient déjà présentes, étaient sous-jacentes. Alors, le problème, nous disent Keynes et Ashley, ne consiste pas dans le principe de l'indemnité en lui-même, mais dans la manière dont cette indemnité aurait été gérée, plutôt mal gérée par le gouvernement allemand. Alors, qu'est-ce qui a fait croire que l'indemnité était critiquable ? Alors, ce qui a fait croire que l'indemnité était en cause, c'est la concomitance du versement de l'indemnité, donc 71-72, avec la montée de la spéculation, en particulier en Autriche et en Allemagne. Alors, Keynes et Ashley le disent de manière rapide, mais la spéculation, elle était à l'œuvre indépendamment du paiement de l'indemnité. Les causes de cette spéculation étaient multiples. Il y avait tout d'abord une frénésie immobilière qui avait saisi un certain nombre de grandes métropoles européennes. C'est la période de l'urbanisation avec des grands travaux à l'œuvre dans les grandes métropoles, Vienne, Berlin, Paris. On pense aux grands travaux d'Haussmann à Paris.
Et une floraison de banques s'est produite pour financer ces grands projets immobiliers. Et donc ça, c'est complètement indépendant du versement de l'indemnité. L'autre raison qui est développée par Keynes et Ashley, c'est que c'est la méthode de réception qui serait à critiquer. La méthode de réception de l'indemnité par le gouvernement allemand. Alors, en gros, pour faire vite, cette indemnité aurait été versée de manière trop massive et trop concentrée dans le temps. Donc les paiements en or ont été massifs et auraient contribué dans un laps de temps court à alimenter encore cette frénésie immobilière et financière. Ensuite, le gouvernement allemand aurait été coupable, si on en croit Keynes et Ashley, d'avoir contribué à émettre encore plus de monnaie en circulation, de monnaie papier, que les sommes reçues de la France. Et donc ça favorise ce qu'on appelle l'overtrading, donc une situation où la circulation monétaire dépasse les besoins du commerce et où on se retrouve à financer des projets qui n'ont peut-être pas la rentabilité la plus satisfaisante. Autre erreur encore du gouvernement allemand, le gouvernement allemand aurait aussi choisi massivement d'utiliser l'argent reçu pour rembourser un certain nombre de ces titres de dette publique. Donc, les anciens détenteurs de titres de dette allemands auraient reporté leur demande de titres vers d'autres supports, et donc ça provoque une poussée spéculative sur toute la gamme des titres. On a un déplacement de la demande de titres vers d'autres supports, peut-être plus risqués. Et puis d'autres éléments plus anecdotiques sont donnés par Keynes et Ashley, j'en cite un parce qu'il est amusant. Les primes données à la fin de la guerre en 71 aux généraux, aux militaires gradés, leur auraient donné une manne qu'ils auraient investi massivement dans l'immobilier, donc ça aurait aussi fait flamber les prix. Bon, voilà. Alors, ça nous donne un diagnostic tout à fait différent de l'idée qui circulait à l'époque. C'est le suivant, donc c'est ce qui serait en cause, c'est la gestion de l'indemnité par le gouvernement allemand qui serait à incriminer et non pas l'indemnité en elle-même. Et donc tout ça va nous amener au fait que à l'issue de la guerre, Keynes ne sera pas du tout hostile au principe de l'indemnité, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait imaginer. Donc l'indemnité sera justifiée à l'issue de la guerre de 14. Il faudra simplement savoir comment mettre en œuvre cette indemnité. Et donc ça nous amène à notre deuxième point ici. Quelles sont les formes souhaitables à donner à l'indemnité selon Keynes et Ashley? Donc ici, je vais présenter 3 points successifs que déduisent Keynes et Ashley de leur étude historique. Donc les préconisations de leur mémorandum rejoignent, je fais une parenthèse, celle de Wagner, qui est cité à plusieurs reprises comme le meilleur spécialiste des finances allemandes de l'époque. Alors, on identifie dans leur mémoire 3 points principaux. Premièrement, sur la nature des paiements. Alors, Keynes et Ashley considère que la leçon à tirer du versement de l'indemnité française à l'Allemagne en 71-72, c'est qu'il faut privilégier, on pourrait dire, un mix, un mélange des formes de paiement de l'indemnité, c'est-à-dire qu'il faut éviter les paiements trop massifs sous forme liquide, on pourrait dire. Il faut privilégier au maximum les transferts de titres financiers, de valeurs matérielles. Donc ils évaluent dans le mémo les sommes qui pourraient être demandées. Par exemple, le transfert de la propriété de la marine marchande et militaire, le transfert de la propriété des chemins de fer et des matériels roulants, des transferts d'or, etc. L'objectif ici, c'est de limiter les tensions inflationnistes et spéculatives sur les titres et l'immobilier, tout en permettant le financement de la reconstruction dans les territoires détruits. Donc ça, c'est la première chose, des paiements, des versements qui se feraient sous forme de supports multiples, et pas seulement des versements monétaires. Seconde préconisation, qui vient de l'expérience de 71, le problème de l'étalement des paiements.
Donc on a mentionné le fait que l'un des problèmes du versement de l'indemnité en 71-72, c'est la trop forte concentration dans le temps. Donc évidemment, la préconisation, ce serait un plus grand étalement des paiements dans le temps. L'objectif est ici le même, freiner les tensions inflationnistes, donner, deuxièmement, une plus grande souplesse au pays vaincu pour trouver les fonds, sans lui occasionner trop de dommages. Et dès 1916-1917, on voit chez Keynes et chez Ashley, on voit apparaître la préoccupation de limiter l'affaiblissement allemand. Si on donne à l'Allemagne plus de temps pour payer, on évitera un effondrement de sa part. Il y a déjà l'idée en germe ici que mettre l'Allemagne à genoux n'est pas forcément la meilleure des idées. Et puis, dernier point, une indemnité modérée. Alors là, on va glisser tout doucement vers la deuxième intervention, puisqu'on va rejoindre ici des thèmes qui seront redéveloppés par la suite. Alors, le premier argument qui est donné par Keynes et Ashley, c'est que dès 1916-1917, on perçoit que la capacité de paiement de l'Allemagne va être affaiblie. Donc il faut donner une indemnité à la mesure des moyens du pays vaincu. Deuxième idée importante, c'est que l'indemnité doit être exclusivement et strictement dirigée vers la restauration des territoires détruits. Autrement dit, Keynes et Ashley refusent le principe d'une indemnité punitive, une indemnité pour faire payer. Faire payer au sens moral du terme. Une indemnité trop élevée, nous disent-ils, aurait des effets négatifs sur le commerce des vainqueurs, aurait des effets inflationnistes trop forts et risquerait de déstabiliser l'Allemagne politiquement. Là aussi, la peur de ce que pourrait entraîner un effondrement économique et politique de l'Allemagne. Voilà. Donc on en arrive à la conclusion. Le mémo nous montre que les réparations de guerre n'ont pas les nombreux effets délétères qu'on leur prête. Alors elles ne sont pas parfaites, elles ne génèrent évidemment pas que des bénéfices, mais en tous les cas, elles n'ont pas tous les effets délétères qu'on leur prête. Et ces effets négatifs, en outre, on peut les limiter, on peut les neutraliser si on adopte la bonne forme pour l'indemnité, c'est-à-dire une indemnité modérée, étalée, équilibrée. Voilà. Et donc, les réactions ultérieures, ça fera la transition vers le dernier papier, ont été critiques, et on pourrait dire critiques de toutes parts. Les patriotes français ont reproché à Keynes par la suite d'être germanophile, et puis certains ont fait peser sur ce texte la responsabilité du choix de l'indemnité. Donc c'est un texte qui a un statut assez particulier. Voilà, je passe la parole à Gilbert Faccarello. Merci beaucoup Claire pour cet exposé extrêmement clair, justement, sur ce problème un peu complexe. J'ai oublié de dire que nous regrouperons les questions à la fin des trois interventions et que pour que ce ne soit pas un monologue de la tribune, je privilégierai quand même un dialogue direct avec vous dans la salle. Vous avez des micros sur vos pupitres. Donc, la deuxième intervention, c'est sur le livre lui-même des conséquences économiques de la paix. Alors, que peut-on dire en introduction? D'abord, que connaissait Keynes des dispositions du traité de Versailles? Alors, on peut dire quand même qu'il connaissait pas mal de choses, puisqu'il était quand même à Versailles et a participé aux négociations, même si ce n'était pas directement sur les négociations sur le traité de paix, sur les indemnités et sur les réparations. Mais il faut dire que lors du traité de paix, il y avait déjà un certain nombre de dispositions dans le traité qui impliquaient le versement par l'Allemagne de certaines choses. On verra par la suite. Mais le montant exact des indemnités n'avait pas été fixé, parce que les Alliés ne s'étaient pas mis d'accord sur ce montant exact. Il y avait des discussions, et tout au long de l'année 19, il y a eu des discussions. Et donc, on a renvoyé à une conférence, ce sera la conférence de Londres en 1921, la fixation exacte du montant des indemnités. Donc, Keynes ne pouvait pas connaître le montant exact qui serait réclamé. Mais quand même, il en connaissait l'essentiel. Et il voyait bien l'état d'esprit des négociateurs.
Alors, il expose ça dans le livre de 1919, mais il revient dessus en 1922, justement après la conférence de Londres, hein, un livre qui s'appelle « Une révision du traité », suite des conséquences économiques de la paix, qui a eu un succès beaucoup moindre que le livre de 19, et ensuite il revient encore en 29. Et vous savez que, pour ceux qui connaissent l'histoire, dans les années 20, il y a eu X réunions sur ces réparations et sur le paiement de ces réparations à l'Allemagne, qui n'assuraient pas les paiements, et donc il y a eu plusieurs réunions internationales pour alléger la dette de l'Allemagne et puis revoir la modalité des paiements. Alors nous, on va se concentrer sur l'ouvrage de 19. Alors, quelle est la thèse principale? La thèse principale, étant donné l'état d'esprit de certaines dispositions du traité et des négociateurs, c'est que le montant des réparations de guerre demandées par les Alliés aux vaincus, et notamment à l'Allemagne, puisque certains pays qui avaient explosé, comme l'Empire austro-hongrois, etc., ne pouvaient finalement pas payer, est beaucoup trop important. Avec 3 points principaux. Tout d'abord, le traité viole les conditions de l'armistice. Et dans l'armistice signé par les Allemands, le 11 novembre 1918, il était question de réparation, mais de réparation pour les dommages causés par la guerre aux populations civiles. Il n'avait été jamais question de subsides aux familles et de pensions de guerre. Or, pendant les négociations en 19, les négociateurs ont élargi considérablement le domaine des réparations, y compris jusqu'aux frais de la guerre. Et donc, finalement, le montant des réparations allait être considérablement accru. Alors, je fais une petite précision au sujet des mots indemnité et réparation. On les utilise de manière interchangeable, mais à l'époque, il y avait quand même une distinction. L'indemnité, c'est punitif, c'est une sorte d'amende que l'on inflige aux vaincus. Les réparations, c'était pour financer la reconstruction et réparer les dommages, en principe, faits à la population civile par les vaincus. Donc il y avait quand même une différence entre les deux. Le traité est une hypocrisie, dit Keynes, parce qu'il est mesquin et vindicatif. Et il utilise le terme de paix carthaginoise. C'est la paix que l'Empire romain, Rome avait imposée à Carthage, une paix qui vise en fait à détruire l'ennemi. Et la paix carthaginoise a prévalu sur l'attitude a priori plus souple du président Wilson, lorsque, au début de 18, il a énoncé ces 14 points qui étaient, après la paix, libre commerce, etc., mais qui étaient des points assez vagues et qui pouvaient donner lieu à beaucoup d'interprétations et sur la foi desquelles les Allemands avaient accepté l'armistice. Enfin, il y avait le problème des dettes interalliées qui complique la situation. Le problème des dettes interalliées, la France avait prêté de l'argent à ses alliés, mais surtout ceux qui avaient beaucoup prêté, c'était les États-Unis qui avaient prêté à la France et l'Angleterre qui avait prêté à la France et aux autres alliés. Donc il y avait tout un système de dettes interalliés qui risquait de compliquer les choses après la guerre, puisque on risquait d'avoir des attitudes de la part des pays vainqueurs qui, pour rembourser les dettes qu'ils ont eues à l'égard de leurs alliés, exigeaient d'abord que les réparations soient payées et avaient tendance à augmenter le montant des réparations pour pouvoir payer les dettes aux alliés. Donc ça compliquait considérablement la situation. Alors, la thèse de Keynes, c'est que ceci pose un problème politique majeur. Et les conséquences économiques immédiates des exigences alliées allaient provoquer finalement un chaos économique. D'abord, l'Allemagne ne pourra pas payer. On se rend compte en 19 qu'elle est dans un état bien pire que ce que l'on avait cru même en 18. Et si seulement elle essayait de le faire, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait livrer une partie des réparations en nature. Et donc, ça allait enlever autant de biens et de biens à l'économie allemande, notamment
pour vous donner une idée, le traité de Versailles prévoyait que l'Allemagne devait céder aux Alliés à peu près toute sa flotte marchande. Toutes les possessions d'outre-mer, donc toutes ces colonies, ont été partagées entre l'Allemagne, la France et un peu au Japon. La France récupère évidemment l'Alsace-Lorraine avec tout ce qui se trouve sur le territoire sans indemniser les Allemands. On donne en grande partie à la France des mines de charbon du bassin de la Sarre et des obligations à l'Allemagne de livrer une grande partie du charbon, qui était la base de son industrie sidérurgique. La Silésie va à la Pologne, c'était aussi un grand bassin industriel. L'Allemagne doit concéder aux Alliés la clause, dans le commerce international, la clause de la nation la plus favorisée sans qu'il y ait de réciproque vis-à-vis de l'Allemagne par rapport aux Alliés, etc., etc. Et donc, évidemment, ça va mettre à genoux l'Allemagne, ne serait-ce que matériellement. Mais en plus, si l'Allemagne essayait de payer en monnaie, en marque or, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait d'une part se procurer les sommes, donc éventuellement augmenter considérablement les impôts, ce qui diminuerait considérablement la consommation des Allemands, et être très agressive sur les marchés extérieurs, parce qu'elle devait se procurer de l'or et des devises par les exportations pour pouvoir rembourser les réparations, pour pouvoir payer les réparations. Et donc, l'Allemagne, ça allait créer effectivement une très grande misère en Allemagne. Et les conséquences politiques, les voilà. Donc j'ai donné quand même quelques textes pour que ce soit un peu plus vivant. Le danger auquel nous devons faire face est donc une baisse rapide du niveau de vie, tel que certains soient frappés par une véritable famine. Les hommes ne mourront pas toujours calmement. L'inanition qui conduit certains à la léthargie et au désespoir impuissant en jette d'autres dans un état d'instabilité nerveuse proche de l'hystérie et du désespoir furieux. Dans leur détresse, ces derniers pourraient abattre ce qui reste d'ordre et d'organisation et balayer la civilisation elle-même en essayant de satisfaire désespérément les besoins irrésistibles de l'individu. C'est contre ce danger que nous devons réunir toutes nos ressources, tout notre courage, tout notre idéalisme. Et donc, il voit vraiment un danger politique. Les maladies du corps se transforment en maladies de l'esprit. La privation économique s'aggrave insensiblement, et tant que les hommes la supportent avec patience, le monde extérieur ne s'en soucie guère. Les capacités physiques et la résistance à la maladie diminuent lentement, jusqu'à ce que les limites de l'endurance soient finalement atteintes et que les suggestions du désespoir et de la folie tirent les malheureuses victimes de l'état léthargique qui précède la crise. L'homme alors se secoue et les liens de la coutume se défont. Le pouvoir des idées étant souverain, il écoute n'importe quel mot d'ordre d'espoir, d'illusion ou de vengeance qui est dans l'air. Alors à l'époque, il y avait eu des mutineries, notamment en Allemagne. Il y avait eu des révoltes bolcheviques à Berlin, la révolte spartakiste à Berlin et à Munich. Il y avait eu des problèmes politiques très graves en Hongrie. Donc on peut penser que Keynes pense justement au danger bolchevique, avec la révolution évidemment bolchevique. Alors c'est un danger auquel il pense, mais en fait, il dit ailleurs que ce danger n'est pas vraiment imminent. Et alors là, il est un peu idéaliste, parce qu'il se dit qu'on devrait être convaincu que la solution bolchevique ne va pas régler les problèmes économiques. Bon. Alors évidemment, c'est une position un peu idéaliste. Et donc, il pense à autre chose, mais il ne sait pas exactement à quoi il pense. Évidemment, nous qui connaissons l'histoire, nous savons ensuite qu'il y a eu le nazisme, et c'est ça un peu, c'est n'importe quel mot d'ordre d'espoir, d'illusion ou de vengeance qui est dans l'air. Donc il voyait bien un problème politique majeur. Il voyait aussi des problèmes économiques, bien sûr. Alors il ne faut pas s'arrêter à ces conclusions. Keynes ne s'arrête pas à ces conclusions. Et en fait, il va réfléchir à la différence qu'il y a entre la croissance économique d'avant-guerre et ce qui peut avoir lieu après-guerre. Et il va essayer de lister les principaux facteurs économiques de la croissance du XIXe siècle, et puis
établir qu'il est tout à fait illusoire de penser que la situation va recommencer après la Première Guerre mondiale. Et il insiste particulièrement sur les facteurs psychologiques, sur le facteur des mentalités. Alors, la croissance d'avant-guerre, elle reposait sur 3 ou 4 piliers. D'abord, une très forte accumulation du capital, qui était vertigineuse aux yeux de Keynes. Il le compare à la construction des pyramides d'Égypte. Donc, cette incroyable révolution industrielle et cette accumulation du capital au XIXe siècle. Et par quoi cette accumulation a-t-elle été permise? Par une très forte inégalité des revenus qui, évidemment, provoquait des profits absolument énormes, mais aussi, de la part de ceux qui percevaient les profits, une très faible propension à consommer, ce qui permettait de l'accumulation. Ensuite, il y a eu une croissance. Le deuxième facteur, c'était que cette croissance incroyable du XIXe siècle n'était pas une croissance en économie fermée, mais une croissance en économie ouverte. Et notamment une croissance en économie ouverte tirée par l'Allemagne, par l'industrialisation allemande, par le commerce allemand. Et c'était un aspect très important, avec des facteurs aussi qui concernaient l'économie internationale, des rapports d'échange très favorables aux produits industriels européens vis-à-vis de certains pays comme la Russie ou les États-Unis contre éventuellement des produits agricoles. Troisième facteur important, des monnaies stables. Des monnaies stables. Alors évidemment, le pouvoir d'achat de ces monnaies a été un peu fluctuant, mais sur des périodes raisonnables, la valeur de ces monnaies en termes de biens et services a été stable. Et donc ça a permis le développement du commerce et de l'accumulation. Mais surtout, ce qui a permis tout ça, pourquoi les gens ont accepté cette inégalité des revenus? Pourquoi ceux qui percevaient les profits ont investi et n'ont pas consommé? C'est parce que, dit Keynes, il y a eu une psychologie collective très particulière, qu'il appelle la supercherie ou la double supercherie du XIXe siècle. Je cite, « D'une part, les classes laborieuses acceptaient une situation où elles ne pouvaient prétendre qu'à une très petite part du gâteau. Elles l'acceptaient par ignorance ou par impuissance, sous l'effet de la contrainte ou de la persuasion, ou amadouées qu'elles étaient par la coutume, la tradition, l'autorité et la solidité de l'ordre établi. D'autre part, les classes capitalistes pouvaient prétendre au meilleur morceau du gâteau et il leur était loisible, théoriquement, de le consommer à la condition implicite de n'en consommer que très peu. » Ensuite, le devoir d'épargner représenta bientôt les 9/10 de la vertu et l'agrandissement du gâteau, l'objet de la vraie religion. Autour de la non-consommation du gâteau s'épanouirent tous les instincts d'un puritanisme qui, en d'autres temps, s'était retiré du monde et avait négligé l'art de produire, aussi bien que celui de se distraire. C'est ainsi que le gâteau s'accrut. Dans quel but? On n'y réfléchissait pas. On exhortait fréquemment les individus, non pas tant à s'abstenir de dépenser, qu'à remettre la dépense à plus tard, et à cultiver les plaisirs de la sécurité et de la prévoyance. Il fallait épargner, disait-on, pour vos vieux jours et vos enfants. Mais c'était là un conseil purement théorique, car le caractère vertueux du gâteau tenait à ce qu'il ne serait jamais mangé ni par vous, ni par vos enfants après vous. En fait, ça fait penser au passage de Marx, accumuler, accumuler, c'est la loi et les prophètes. C'est une accumulation pour l'accumulation que Keynes décrit ici. Évidemment, ça ne pouvait pas continuer éternellement. Alors, l'après-guerre. L'après-guerre vient détruire tout ça, vient détruire toutes ces conditions de la croissance de l'avant-guerre. D'abord, il y a les problèmes de l'économie européenne. L'anéantissement de l'Allemagne, qui était un moteur dans le commerce international, le morcellement des anciens empires, notamment l'empire austro-hongrois, qui se morcelle en énormément de petits États, avec une politique protectionniste, le marasme de la Russie, qui avait joué un rôle important avant 1914 dans le commerce international vis-à-vis de l'Europe, et le poids accru des États-Unis, qui
sortent renforcés économiquement du conflit, et notamment une hausse des prix agricoles américains à cause de la croissance de la population aux États-Unis, et donc les termes de l'échange entre les produits industriels européens et les produits agricoles américains se dégradent au profit des États-Unis. Donc tout ceci, ça concerne le commerce extérieur qui part en miettes à cause justement de l'anéantissement de l'Allemagne et des clauses du traité, de l'émergence des nouveaux États et de la nouvelle réalité économique au niveau international. Et puis il y a la menace inflationniste. La menace inflationniste, ça concerne effectivement le fait de l'émission monétaire pendant la guerre. Pendant la guerre, beaucoup de pays, sauf l'Angleterre, avaient suspendu la convertibilité de leur monnaie en or. Et donc avaient pu financer une partie de l'effort de guerre, non simplement par des emprunts, mais par de l'émission monétaire non gagée sur l'or. En plus, pendant la guerre, il y a eu une restriction de la consommation parce qu'il y a eu une économie de guerre dans tous les pays. Et après la guerre, évidemment, les gens voudront consommer, voudront rattraper ces années de non-consommation, voudront consommer, et ils ont dans les mains un pouvoir d'achat qui n'a plus rien à voir avec ce qui est disponible sur le marché. Même en Angleterre, où la convertibilité de la livre n'avait pas été officiellement suspendue, où il y avait eu certaines restrictions, mais pas suspendues, la Banque d'Angleterre s'était réglée sur son émission sur son encaisse or, mais le Trésor britannique avait émis des billets concurrents de ceux de la Banque d'Angleterre. Et donc, la masse monétaire s'était aussi considérablement augmentée en Angleterre, avec des trésors, avec justement une masse monétaire convertible qui était devenue sur le marché. Alors, la psychologie collective. Cette fameuse psychologie collective qui avait permis l'accumulation d'avant-guerre est détruite. Et Keynes dit la supercherie est révélée. Il y a une destruction des valeurs communes, des normes sociales favorables à l'accumulation, et donc en fait il faut rechercher de nouvelles normes pour repartir sur de nouvelles bases. Et voilà ce qu'il dit. Le principe d'accumulation fondé sur l'inégalité constituait un élément vital de l'ordre social d'avant-guerre et reposait sur des conditions psychologiques instables qu'il est peut-être impossible de recréer. Il n'était pas naturel qu'une population dont si peu de membres jouissaient des commodités de l'existence eût autant accumulé. La guerre a dévoilé à tous la possibilité de la consommation et à beaucoup l'inanité de l'abstinence. Ainsi, la supercherie a été découverte. Les classes laborieuses n'accepteront peut-être plus de se priver dans de telles proportions et la classe capitaliste, ayant perdu confiance dans l'avenir, cherchera peut-être à jouir pleinement de sa liberté de consommer tant qu'elle existe, attend ainsi l'heure où elle lui sera confisquée. Donc on a vu qu'on avait accumulé des richesses incroyables qui de toute façon ont été détruites pendant la guerre. Donc autant consommer. Et toute cette analyse est confirmée justement par un aspect très important, c'est l'ampleur du phénomène inflationniste. L'inflation, et une inflation importante, détruit les deux fondements du système capitaliste. D'abord, l'inflation détruit la relation créancier-débiteur, fondée sur la confiance, puisque l'inflation réduit en termes réels les dettes des créanciers et se fait au détriment des débiteurs. Et ensuite, les gouvernements cherchent des boucs émissaires. Ils sont, par leur émission monétaire de l'après-guerre, pendant la guerre, et qu'ils ont continué après-guerre, ils sont les responsables, d'après Keynes, de l'inflation. Mais ils cherchent des boucs émissaires, ils ne veulent pas le reconnaître. Et dans ce phénomène inflationniste, malgré eux, les entrepreneurs se transforment en spéculateurs pour pouvoir survivre. Et les gouvernements accusent donc ce comportement des entrepreneurs de tous les maux. Et en accusant les entrepreneurs, en les désignant à la vindicte publique, eh bien, ils sapent le fondement de l'économie capitaliste, qui est le rôle de l'entrepreneur. On dit que Lénine a déclaré que la meilleure façon de détruire le système capitaliste était d'avilir la monnaie,
Grâce à une inflation incessante, les gouvernements peuvent, à l'insu de tous, confisquer secrètement une part importante de la richesse de leurs citoyens. Par cette méthode, ils ne font pas que confisquer, ils confisquent arbitrairement. Et tandis que le processus en appauvrit beaucoup, il en enrichit certains. Comme l'inflation continue et que la valeur réelle de la monnaie fluctue de mois en mois de façon incontrôlée, les relations contractuelles entre débiteurs et créanciers, qui constituent le fondement du capitalisme, sont perturbées au point de perdre toute signification. Le processus d'acquisition de la richesse dégénère en un jeu de hasard, une loterie. C'est l'économie du casino, en fait. Ça devient une loterie de participer à l'activité économique à cause de cette inflation. Dans la dernière phase de la guerre, tous les gouvernements belligérants ont pratiqué par nécessité ou par inconséquence ce qu'un bolchéviste aurait fait à dessein. Même à présent que la guerre est terminée, la plupart d'entre eux poursuivent par faiblesse cette politique erronée. Mais de plus, les gouvernements européens cherchent à canaliser contre la masse des profiteurs l'indignation populaire suscitée par les conséquences de leur politique néfaste. Ces profiteurs sont en général des entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils constituent l'élément actif et créateur de la société capitaliste. En cas d'augmentation rapide des prix, ils s'enrichissent vite, qu'ils le veuillent ou non. Si les prix augmentent sans cesse, le capitaliste qui a constitué des stocks ou qui possède des bâtiments ou des usines fait inévitablement des profits. Et je passe immédiatement à la conclusion de la citation suivante. Ces gouvernements précipitent la ruine de l'ordre économique et social du XIXe siècle, mais ils n'ont rien à proposer pour le remplacer. Donc ce fondement cette inflation forte mine les bases de l'économie de marché. Et la classe capitaliste, qui était au centre de tout ça, se retrouve dans une extraordinaire faiblesse. Et la phrase en rouge qui conclut, ils se laissent ruiner et finalement détruire par leurs propres instruments, le gouvernement et la presse qu'ils possèdent. Alors, conclusion. Le livre de Keynes est important, d'abord parce qu'il va à l'encontre de toutes les idées reçues à l'époque. Toutes les opinions publiques dans les pays vainqueurs sont extrêmement germanophobes. Et les gouvernements, parce qu'il y a eu des élections fin 18 en Angleterre et en France aussi, et les campagnes électorales, ça a été l'Allemagne paiera. On va demander des indemnités très fortes, on va demander des réparations très fortes, et l'Allemagne va réparer tous les dommages qu'elle nous a causés. Et Keynes dit le contraire. Au contraire, il faut faire attention, il ne faut pas que ces réparations mettent à genoux l'Allemagne et les autres pays vaincus. En ceci, il sous-estime fortement le facteur politique de l'époque. Il sous-estime justement cette opinion publique sur laquelle les gouvernements s'alignent finalement dans leur campagne électorale. Quelle solution propose-t-il? Quelle nouvelle psychologie sociale? Alors, les solutions, Keynes dit, bon, mon tableau n'est pas très réjouissant, mais il y a peut-être certaines solutions. Ceci dit, ces solutions, elles sont un peu irréalistes parce qu'il dit, mais après la guerre, on va avoir d'autres gouvernements. Il faut que les pays vaincus, les pays vainqueurs, changent de gouvernement et élisent des gouvernements qui soient beaucoup plus lucides sur la situation présente et renvoient tous les négociateurs du traité de Versailles, de la négociation de Paris, dans leur foyer. Là, je pense qu'il se trompait lourdement. Et donc, dit, une fois ceci fait, il faudra d'une part réviser le traité, éventuellement dans le cadre de la Société des Nations, qui venait d'être créée. C'était un des points proposés par Roosevelt. D'autre part, il faut annuler les dettes interalliées. Finalement, ça se fera surtout au détriment des États-Unis et de la Grande-Bretagne, mais ce sont les pays qui finalement, étant donné qu'ils n'ont pas subi de dommages sur leur territoire, et étant donné leur économie, qui reste intacte, ce sont ceux qui ont perdu le moins dans la guerre, qui ont eu le moins de dommages. Donc, annulation des dettes interalliées pour éviter tous les marchandages et tous les comportements probables d'après-guerre des pays qui voudront faire défaut parmi les vainqueurs.
Ensuite, l'autre point qu'il propose, qui est très important, c'est un emprunt, un grand crédit ouvert à tous les pays, vainqueurs comme vaincus. C'est-à-dire que certains pays, comme les États-Unis et l'Angleterre, prêteront certaines sommes aux pays vaincus et vainqueurs pour reconstruire leur économie, étant donné que ensuite le remboursement de ces prêts sera fait sur les versements des réparations par l'Allemagne à ces pays et par les pays vaincus. Donc ce qu'il propose en fait, c'est presque un plan Marshall avant l'heure. Ça a été fait ensuite par le plan Marshall après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est en gros ce qu'il propose. Alors les États-Unis s'opposeront formellement à la fois aux annulations de dettes interalliées et évidemment à ce schéma utopique d'aide massive à tous les pays. Ensuite, la nouvelle psychologie sociale qu'il veut recréer, il n'en sait pas trop rien. Et ça va être toute sa recherche dans les années 20. Il aura tendance quand même à être un peu trop économiste. Stabilité monétaire, changement des régimes monétaires, etc., etc. Et encore une fois, à sous-estimer peut-être les facteurs politiques dans les années 20, dans toutes ces œuvres, A Tract on Monetary Reform et Treatise on Money. Voilà l'essentiel de ce qu'on pouvait dire sur ces conséquences économiques de la paix. Merci beaucoup. Alors maintenant, le troisième exposé par Guilherme Sampaio, c'est justement l'accueil en France de ce livre. Bon, bonjour à tous, je m'excuse en avance mon français. Si vous ne comprenez pas, vous pouvez poser des questions au débat. Et bon. Donc, à décembre 1919, les conséquences économiques de la paix ont été publiées en Angleterre. Et la condamnation faite par Keynes du traité a vite fait de lui l'économiste le plus discuté, non seulement au monde anglophone, mais en France aussi. Et un exemple consiste dans la citation que vous pouvez lire. Il faut, à cause de ces gros pas parmi tout le monde occidental, que les conséquences ont été publiées en France, en juin 1920, par la Nouvelle Revue française, qui à ce moment déjà était à l'avant-garde de la scène littéraire en France. Et pourtant, il existe un consensus parmi les historiens depuis des décennies qui, à cause des thèses prétendument anti-françaises de Keynes, qui n'étaient pas lues, n'étaient pas discutées. Et en fait, ma présentation va nuancer ces conclusions parce que ça fait partie d'une étude plus large de la récession française de Keynes et la base était la correspondance qu'il a échangée avec ses contacts français, des traducteurs, des éditeurs, des politiciens. Donc la présentation sera divisée en trois parties. Je commencerai pour contextualiser la publication des conséquences économiques de la paix en France. D'après les débats français sur le traité de Versailles, la deuxième partie étudie la récession des conséquences économiques de la paix. Probablement, je n'aurai pas le temps pour les fonctionnaires d'État, mais je parlerai des économistes et des politiciens de gauche et droite. Et à la fin, troisième partie, un peu plus concise, concernera surtout comment les livres Keynes étaient jugés rétrospectivement dès les années 20, un fameux livre de Tien Montou, La Pâque calomniée, la conséquence de M. Keynes. Et pourquoi je m'arrête à 1920 ? Parce que comme Gilbert vous a expliqué, en fait, en mai 1921, la commission de réparation chiffre finalement le dette allemande à 132 milliards de marks or. Et à ce moment-là, les conséquences se deviennent désuètes. Keynes publie de nombreux articles, des livres pour actualiser ses arguments. Donc, les conséquences économiques de la paix, d'après ces moments, sont jugées rétrospectivement, c'est-à-dire si les prévisions de Keynes étaient bien fondées ou non. Donc, le contexte est 1919. Qu'est-ce que j'ai ici ? Oui. Donc, actuellement, on estime que pendant la Grande Guerre, le PIB de la France a diminué à 30%. Et au-delà du coût de la guerre, pour la France, c'était 142 milliards de francs or. La France devait aussi 7 milliards de dollars aux États-Unis et à l'Angleterre. Elle était la plus large débitrice parmi les pays alliés, juste après la Russie, qui a nié ses dettes. Mais les contemporains avaient saisi surtout les dommages de guerre sur les régions dévastées de l'Est de la France
C'était les 10 des départements les plus riches et industrialisés français. Donc, dès l'armistice de novembre 18 au traité de Versailles en juin 19, et ensuite, il y a eu des débats enflammés au Parlement et parmi la presse et parmi toute l'opinion politique à cause des clauses territoriales, économiques et financières du traité. Et parmi les partis, seulement le droit de la France aux réparations allemandes faisait unanimité. Le droit à la réparation, naturellement, pour reconstruire. Donc, du centre-gauche à l'action française, la droite monarchiste, presque tous ont défendu que l'Allemagne pourrait payer les coûts de toute la guerre et ont préconisé en plus l'occupation permanente du Rhin. C'est pour couper l'unité nationale allemande, en fait. Cette idée, c'est une idée très répandue. Après les amples campagnes de presse, c'était l'idée de l'Allemagne payera, l'idée que l'Allemagne possède des vastes ressources financières et économiques. Et le seul parti à refuser cette idée fut le Parti socialiste, en fait, accompagné de la Confédération générale du travail. C'était aussi le seul parti à ne pas ratifier le traité de paix au Parlement à cause de ces sujets. Ils étaient accompagnés surtout des économistes et de quelques journalistes financiers. Et aux économistes, on doit souligner Charles Gide et Charles Dries, qui étaient probablement les deux économistes français les plus connus, même internationalement. Et déjà pendant la guerre, avant Keynes et comme Keynes, ils avaient déjà souligné que l'Allemagne, pour payer des réparations, elle devait créer des surplus d'exportation substantiels. Elle compétirait naturellement avec les alliés dans ces marchés, et le marché des pays neutres. L'Allemagne ne pouvait pas payer les coûts de la guerre et qu'il faudrait en tout cas accroître les impôts aux Français. Donc déjà, comme Keynes, ils avaient souligné que le traité contenait des clauses incompatibles parce qu'il contenait des clauses, disons, protectionnistes pour empêcher l'entrée de denrées allemandes aux pays alliés. Mais par contre, il préparait tout un cadre pour demander à l'Allemagne des vastes paiements en denrées et monnaie. Donc, Gide et Rist, tels comme Keynes, ont partagé cette idée que des politiciens français avaient gonflé les demandes françaises de réparation pour éviter l'augmentation des impôts. Donc, Keynes a décrit cette situation comme la différence entre inside opinion et outside opinion. Parce que le ministre Clemenceau, il savait bien que l'Allemagne ne pouvait pas tout payer, mais ils n'ont jamais avoué ça publiquement. Hop, voilà. Donc on peut regarder le PowerPoint. Cette position de Charles Maurras était en fait très répandue. C'est presque tout le monde croyait. Mais un des négociateurs français du traité, quelques années après, on ne sait pas, parce que Louchard, c'était le négociateur français de réparation, ministre de la reconstruction industrielle, et Claude, lui, Lucien Claude, c'était le ministre des Finances. Il a dit, je ne pouvais pas dire la vérité, j'aurais été tué. Et cette diversité, hétérogénéité des positions françaises envers les traités de Versailles va expliquer pourquoi il y a eu des Français qui ont aidé en fait Keynes à publier le livre en France. Et normalement, on a l'idée du Keynes anti-français qui ne possédait pas de liens avec la France, etc. En fait, Keynes avait des bons réseaux en France, des réseaux à travers l'université, parce qu'il se correspondait déjà avec les économistes français avant la guerre, même, avec Gide et Rist, avec les trésors anglais, parce qu'il a connu beaucoup des inspecteurs des finances parmi les conférences financières interalliées pendant la guerre, et après avec Bloomsbury. C'était le fameux groupe d'écrivains et peintres où on peut trouver Bertrand Russell et Virginia Woolf. Voilà. Donc, quand Keynes a publié son livre en Angleterre, il a immédiatement envoyé des copies, des exemplaires à tous ses contacts français. Il a envoyé aux amis parisiens de Bloomsbury, où on peut trouver beaucoup de socialistes liés au monde des arts. Donc, par exemple, André Pierre, c'était le traducteur de Norman Angell, en fait. Il a essayé de faire publier les conséquences à l'humanité, qu'à cette époque, alors était toujours un journal socialiste, pas communiste encore. Il a envoyé aux inspecteurs de finances et aux économistes. Et Keynes a toujours voulu être publié par Nouvelle Revue Française, parce qu'elle était prestigieuse.
Donc il a envoyé le livre à Charles Gide et au niveau de Charles Gide, André Gide, l'écrivain, qui était un des fondateurs de la NRF. Donc Charles Gide a pressionné André Gide à faire publier les livres. Et le livre est finalement publié en juin 1920. Le traducteur est un des étudiants de Charles Gide. C'était un jeune âgé seulement de 19 ans qui s'appelait Paul Frank. On va voir toutes les images, tous les portraits. Et le livre a bien vendu en France, quand même. Il a vendu, on n'a pas exactement le numéro exact, il a vendu de 5 000 à 8 300 copies. C'était bien en dessous du numéro anglais et français, parce que seulement en 1920, presque 5 000 copies ont été vendues. Mais pour les contextes éditoriaux français, parce qu'il s'agissait toujours d'un livre des sciences sociales, qui se vendait au maximum 5 000 copies, le livre Keynes a bien vendu en fait. Donc, mais en tout cas, Keynes s'attendait des ventes plus importantes. Et en fait, la NRF a publié dans son journal un compte rendu extrêmement négatif écrit par Paul Morand, l'écrivain diplomate. On ne sait pas toujours les raisons pour lesquelles la NRF a fait publier ces comptes rendus. En fait, Gallimard avait des liens étroits avec le Quai d'Orsay, parce qu'il a signé des contrats pour vendre ses ouvrages aux ambassades françaises. Mais beaucoup d'années après, il a aussi avoué que la NRF n'était pas logistiquement équipée pour assurer la diffusion du livre. Mais pour comprendre pourquoi cette récession ambivalente de la NRF a un livre qu'elle a même édité, il faut parler de la récession française. Donc, en France, le livre a été discuté surtout autour des 2-3 thèmes principaux. C'était les évaluations faites par Keynes des dommages de guerre français et la capacité de paiement de l'Allemagne. C'est là, on aura seulement le temps pour ça. Donc, en ce qui concerne les évaluations de dommages de guerre, la conclusion aujourd'hui parmi les historiens, c'est que Keynes les a sous-estimés. Mais par contre, certains de ses adversaires, certains de ses cibles au livre, les ont surestimés. En plus, la capacité de paiement de l'Allemagne, c'est que Keynes avait en fait raison quand il a dit que presque toute la majorité des politiciens français avaient gonflé ces estimations de capacité de paiement de l'Allemagne. Il y a une petite anecdote. On peut, au deuxième table, on peut regarder par exemple Lucher, c'était le négociateur français des réparations. Et pendant la conférence, il a avoué en privé en américain, la délégation américaine, que l'Allemagne pourrait payer seulement, au plus réalistiquement, 40 milliards de marks. En fait, c'était proche de l'idée de Keynes. Mais il a ajouté immédiatement, si vous disiez ça en public, je le dénie complètement. Donc, et après, au Parlement, par contre, il a dit, parce que c'était le moment de justifier les traités devant le Parlement. Et ici, il faut dire que le parlementaire n'ont pas eu aucune voix sur la conduite des négociations. Il a défendu par contre que l'Allemagne pourrait payer 300 milliards de marks, c'est une quantité énorme, et des annuités de 18 milliards. C'est quand même beaucoup. Donc, j'avance pour les économistes face aux conséquences économiques de la paix. Donc, comme je vous ai dit, les économistes ont été les plus, qui ont supporté les plus les livres de Keynes. Et le point intéressant, c'est que tous les deux, Charles Gide et Charles Rist, ils ont dit que, bon, en fait, Keynes a sous-estimé l'évaluation des dommages de guerre et la capacité de paiement de l'Allemagne. Mais l'ordre de magnitude de ces chiffres est plus correct qu'erroné. Et pour eux, le point principal du livre était toujours la contradiction du traité entre imposer des clauses protectionnistes à l'Allemagne et de la faire payer des réparations. Et ils ont, pour eux et pour beaucoup des autres économistes qui n'ont pas dit ça publiquement, ils ont cru qu'ils ne sont pas été sentis pendant la conférence, pas écoutés du tout. Donc pour eux, la parole de Keynes, c'était une délivrance, c'était délivrance de la vérité. Et c'est pour ça que tous les deux sont arrivés à ces conclusions-là. On a 13 minutes.
Donc je dois sauter les hauts fonctionnaires, parce que sinon on n'aura pas le temps. Mais on peut revenir sur ça au débat. Je parle de la récession des conséquences économiques de la paix parmi les milieux politiques. Ici, il faut ajouter que, comme Gebert aussi a dit, dès le début de 1920, l'année 1920, il y a toute une succession des conférences internationales qui ont essayé de faire appliquer les clauses du traité. Mais il y avait un petit problème, est-ce qu'en fait, beaucoup des clauses étaient extrêmes, pas vraiment applicables politiquement et en pratique. Donc, Lloyd George et à cette époque, Alexandre Millerand ont dû faire des petites révisions. Et Lloyd George, à ce moment-là, voulait chiffrer immédiatement la dette française, la dette allemande, pour la mobiliser à travers d'un emprunt international, même en dessus des coûts de reconstruction. Et pour la droite française, c'était un signal que les thèses de Keynes avaient triomphé en Angleterre et qu'en fait, l'influence était la base de la politique anglaise. Donc on a ces deux réactions opposées. Pour les partis socialistes, à travers de Léon Blum, de Vincent Auriol, ou du petit-fils de Karl Marx, Jean Longuet, les conséquences économiques de la paix étaient considérées comme l'illustration documentaire de la condamnation faite par les partis du traité de Versailles. Parce qu'en fait, dans cette thèse principale, les socialistes avaient des positions similaires à Keynes. C'était toujours l'idée de chiffrer les réparations allemandes dans une valeur raisonnable et garantie par la solidarité interalliée, naturellement. Pour la droite, Keynes était toujours le germanophile, insensible envers les souffrances françaises. Il était accusé d'avoir ignoré les droits moraux de la France à la réparation. C'est dommage de guerre. En fait, c'est faux, parce que Keynes n'a jamais mis ça en cause. Et un des exemples les plus représentatifs, c'est Raymond Poincaré, qui après c'était une cible de Keynes, et qu'il a systématiquement dénoncé Keynes pendant les années 20 à la presse, toujours dans des termes très intéressants comme ça. Parmi la droite, je devrais souligner seulement Jacques Bainville, qui a écrit un fameux livre, c'était une réponse indirecte à Keynes. Donc Keynes a écrit les conséquences économiques de la paix, Bainville a écrit les conséquences politiques de la paix. C'était les grands écrivains de l'Action française. Et Bainville était le seul parmi la droite à comprendre, parce que la majeure partie des écrivains de la droite, ils pensaient qu'on pouvait extraire de l'Allemagne des grandes réparations, mais en même temps de couper la Rhin et de couper en fait l'unité nationale allemande. Et Bainville a compris qu'il fallait choisir. On peut prendre des réparations, ou on peut couper l'Allemagne en petits morceaux. Donc Bainville essaie de délégitimiser les conséquences économiques de la paix en déniant la relevance de l'économie politique dans le débat sur le traité de Versailles. Et cela l'a conduit à des propos difficilement acceptables. Il est arrivé à la conclusion, par exemple, qu'il n'existait pas aucune solidarité économique entre l'Allemagne et ses créancières. Par contre, il avait un grand point faible dans sa argumentation, c'est que tous ces projets de briser l'unité nationale allemande, etc., ils ont toujours rencontré l'opposition des États-Unis et de l'Angleterre, naturellement. Donc, j'avance pour la troisième partie de... Oh, ça ne fonctionne pas. Ah, voilà. J'arrive à la troisième et dernière partie de la présentation. Ce sont les visions rétrospectives rétrospective sur les conséquences économiques de la paix des années 20 aux années 40. Ici, il faut dire la France essaie, à travers des Poincaré, de couper l'unité nationale allemande à travers l'occupation de la Ruhr en 1923. La France était financièrement faible, donc ce projet n'a pas réussi. Et à partir entre 24 et 32, surtout à travers du plan Dawes, des emprunts américains ont servi à financer les réparations allemandes, le transfert des réparations allemandes. Et du point de vue politique, cela a généré une détente des relations franco-allemandes. Il s'agit du fameux projet d'Aristide Briand pour créer une union fédérale franco-allemande. Donc, à ces moments-là, les gens, surtout au centre-gauche,
Le Parti radical socialiste était quand même le plus grand parti à cette époque. On commençait à juger de la bien fondée préscience des prévisions de Keynes aux conséquences économiques de la paix. J'ai choisi 2 exemples. L'un, c'est Alfred Fabre-Lousse, c'était une des premières tentatives d'historiciser le problème de réparation. Et si la droite insistait toujours sur la mauvaise volonté allemande pour les réparations, le centre-gauche et Fabre-Lousse, en ces cas, il arrivait par contraire à la mauvaise volonté des Alliés à recevoir des denrées allemandes. Et l'autre citation, c'est très intéressant, c'est d'Albert Thibaudet, c'était un des plus grands critiques littéraires français à cette époque. Et quand il parle que les conséquences économiques de la paix étaient était une des bases de l'esprit de Genève, il parlait de l'esprit de Genève, c'était une des fondations intellectuelles pour le militantisme politique pour la société des nations. Donc, à ce moment, c'est l'apogée de la Société des Nations, tout l'internationalisme de Genève. Naturellement, il y avait des exceptions à cette époque. Même pour presque tous les Français, Keynes, et surtout pour la droite, Keynes était toujours les germanophiles qui avaient stimulé la mauvaise volonté allemande à paix de réparation. Voilà. Donc, après, aux années 30, personne ne parlait plus des conséquences économiques de la paix en France. On parlait surtout des écrits de Keynes, de comment remédier, comment faire face à la Grande Dépression, par exemple. En 1939, on parlait surtout des propos de Keynes pour maîtriser l'inflation pendant la guerre, en 1939. Mais la humiliation de la défaite 1940 a naturellement provoqué des Français à juger les conséquences économiques de la paix d'une façon complètement opposée. Et j'ai choisi 2 exemples, toujours de la gauche, parce que c'est plus intéressant comme ça pour voir le contraste. Donc la Confédération Générale du Travail, c'était l'organe officiel de la CGT. Donc à 29, Keynes était le prophète, mais à 46, naturellement, ce n'était plus le cas. Donc, naturellement, il s'agissait d'un contexte émotionnellement chargé, d'un envers l'Allemagne, mais l'expression la plus réussie de ces contextes différents, c'est le fameux livre d'Étienne Mantoux, publié en 1946, La paix carthaginoise. Donc, Étienne Mantoux était le fils de Paul Mantoux, c'était l'interprète et le secrétaire des réunions du Conseil des Quatre pendant la négociation de la paix. Le Conseil des Quatre, c'était Woodrow Wilson, Clemenceau, Lloyd George et Orlando, le Premier ministre italien. Et Paul Mantoux était aussi le directeur de la section politique de la Société des Nations. Donc Mantoux va écrire son livre en Amérique, à Princeton, avec l'appui financier de la Fondation Rockefeller et aussi avec l'appui de la documentation de la section financière de la Société des Nations. Donc son livre était en fait, il faisait partie d'un effort plus élargi d'influencer le débat public sur les réparations de la Deuxième Guerre mondiale pour faire payer à nouveau l'Allemagne. Donc le livre de Mantoux, j'aimerais souligner surtout sa concession des transferts. On peut en revenir sur les autres parts du livre au débat. Parce que Mantoux, en fait, c'est un des points plus faibles de sa argumentation, c'est le point des transferts. Parce qu'il est arrivé à la conclusion, bon, l'armée allemande a extrait des réparations pendant la guerre. Donc cela a prouvé que Keynes était erroné. Mais Keynes, quand même, a encadré tous les problèmes des transferts volontaires faits par la démocratie libérale. Et c'est une chose qu'il a ignorée, mais qui était soulignée par Charles Rist, c'était tous les contextes politiques de l'après-guerre. C'était le contraste entre les mensonges des politiciens et en fait la réelle capacité de payer l'Allemagne. Voilà. C'est un point intéressant parce que Charles Rist était un des mentors d'Étienne Mantoux, l'aimait bien. Et il considérait que les livres de Mantoux étaient compatibles avec les livres de Keynes. Donc j'arrive aux conclusions. Et la conclusion principale, les 2 conclusions principales que je voudrais vous transmettre, c'est surtout que le livre a été en fait beaucoup discuté en France,
et que la récession française, qu'il n'existe pas une récession homogène de la France. Et c'est là à cause, parce que les débats sur les conséquences économiques de la paix étaient une séquence déjà de débats politiques sur le traité de Versailles. Donc il y a une récession hétérogène plutôt qu'homogène. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Guilherme. Donc nous allons passer aux questions. J'ai déjà reçu quelques petites questions sur la tablette, mais on va les mentionner rapidement et je vais y répondre, ou on va y répondre rapidement, et ensuite on pourra passer directement aux questions de la salle. Quelle serait l'analyse économique contemporaine d'une indemnité de guerre? Alors en fait, en économie internationale, ça s'appelle le problème des transferts et des transferts unilatéraux. C'est les discussions qui ont commencé après l'article de Keynes en 1929. Il a eu une réaction de Olin et de Rueff. Et donc, ces articles que j'ai mentionnés sur la première diapositive ont donné ensuite, en économie internationale, toutes les discussions sur les effets des transferts unilatéraux en économie internationale. N'aurait-il pas fallu prendre la même décision qu'avec l'Empire austro-hongrois pour que la der des der le soit, dépecer l'Empire allemand en principauté indépendante? En fait, ça a été une discussion pendant les négociations de paix. Et Clémenceau et les Français ne voyaient pas d'un mauvais œil de créer des États tampons entre Berlin et Paris, et notamment la Rhénanie ou certains États allemands. Le problème, c'est que dans les 14 points du président Wilson, ou en tout cas dans la vision américaine, il y avait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et surtout ceux qui sont de même langue. Donc ça n'a pas pu se faire, et puis c'était irréaliste. Et puis, il a déjà été très difficile aux Européens de faire admettre au président Wilson qu'il ne fallait surtout pas d'Anschluss avec l'Autriche, puisque ça aurait, au contraire, accru le poids de l'Allemagne en Europe. Et à l'époque, l'Autriche, les Autrichiens étaient favorables à l'Anschluss, puisque l'Empire autrichien s'était effondré. Donc là, c'est une question politique importante. La sous-estimation du politique par Keynes ne passe-t-elle pas aussi et surtout par une méconnaissance relative de l'histoire et des peuples européens, comme le pensait Jacques Bainville? Alors là, on va répondre. Je voudrais simplement dire que lorsque j'ai parlé de sous-estimation du politique, je parlais de la sous-estimation de l'état d'esprit des populations, notamment anglaises et françaises, après la guerre, avec un sentiment hyper germanophobe, qui a forcé les politiques, finalement, à suivre les vues de réparation très élevées. Je ne parle pas dans l'absolu d'une sous-estimation du politique par Keynes, puisque, comme on l'a vu, une de ses grandes argumentations, c'était justement une argumente en disant que le traité de Versailles créait des dangers politiques extrêmement importants. Je pourrais avoir la question, c'est quoi? Ne résulte pas d'une méconnaissance relative de l'histoire et des peuples européens? Bon, c'est difficile de dire pour répondre à la question, surtout parce que la préscience des jugés de Bainville sont évidents, peut apparaître évident quand on lit à partir de 46-50, mais quand on regarde à 19-20, en fait, parce que Bainville, l'argumentation de Bainville a aussi des points faibles, surtout comme j'ai souligné, c'est toute la question de comment l'Europe était en fait financièrement et par conséquent politiquement, qu'elle dépendait des États-Unis. Donc la méconnaissance de Keynes, la thèse de Keynes sur l'Allemagne, c'était toujours une thèse chère à la gauche française, c'était la thèse de deux Allemagnes. Il y avait l'Allemagne bonne, l'Allemagne de la gauche, le SPD, les social-démocrates, et par contre il y avait l'Allemagne des Prusse. Il fallait stimuler, s'engager avec l'Allemagne de gauche, et par contre, pour naturellement maîtriser et diminuer les pouvoirs de l'Allemagne des Prusse. C'était un projet cher à la gauche qui est à la base de la détente franco-allemande, qui n'était pas jamais ouvertement suivi par tous les milieux politiques en France ou en Allemagne. Donc, par contre, je crois qu'il y a deux méconnaissances. Keynes pouvait être peut-être accusé de croire à la rationalité humaine trop, mais Bainville, par contre, avait une vision trop eurocentrique, c'est ma conclusion.
Et Keynes l'a compris mieux, que l'axe du pouvoir s'est déplacé de l'Europe aux États-Unis. C'est ma conclusion. Y a-t-il des questions? D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur? Qui ont été créés comme la Société des Nations, justement, après. En fait, merci de votre question. Je ne connais pas de réaction, je ne connais pas de réaction directe, mais je crois qu'en fait, parce qu'Albert Thomas a quand même une évolution politique, je sais que sa position sur les réparations était plus, disons, hostile envers l'Allemagne que Keynes. Je ne connais pas de réaction directe, mais je crois qu'il n'était pas un admirateur du tout. Et en fait, Paul Mantoux, le père d'Étienne Mantoux, a travaillé au ministère de l'Armement pour Albert Thomas pendant la guerre. Autre question? Oui? Bonjour. La réaction des Russes, ça donne quoi? Pardon, est-ce qu'il y a eu d'ailleurs une promotion du livre en Russie et quel a été l'accueil à la fois des intellectuels et puis des populations? Moi, sincèrement, je ne connais pas. Je sais que Lénine a beaucoup apprécié le livre, surtout, et je peux vous parler de la réaction des proto-bolcheviques, des communistes en France. La réaction française, sincèrement, je ne connais pas beaucoup. Je sais que Lénine a apprécié son livre. En ce qui concerne la France, en fait, parce qu'à ces moments, le Parti socialiste commence à être déjà divisé. Et pour les bolcheviques, pas pour les bolcheviques, mais pour les supporters en France de la révolution russe, la conséquence économique de la paix était la preuve de la fin imminente du capitalisme. Et que les capitalistes bourgeois n'étaient pas en condition de faire renouveler l'Europe économiquement. Il me semble aussi qu'en 1920, je pense qu'en URSS, ils avaient d'autres problèmes urgents à régler que de diffuser le livre. Mais Keynes est allé ensuite, notamment à Saint-Pétersbourg, etc., mais c'était dans les années 20. Une dernière question. L'Allemagne en 1939, comment est-ce qu'il a réagi? Il est reparti au Trésor avec ses anciens élèves, avec ses étudiants, et pour organiser la défense. Et déjà avant, il avait fait partie d'un comité avec d'autres personnalités anti-nazis et antifascistes. Donc il avait déjà des positions très claires. Et puis il a soutenu Churchill, évidemment, qui était son vieil ennemi économique des années 20. Et il est retourné au Trésor. Et ses élèves ont créé les débuts de la comptabilité nationale, notamment Stone. Mead était au Trésor, je crois aussi. Et puis il a écrit surtout un livre, Comment financer la guerre, où il proposait des modes de financement non inflationnistes de la guerre de 1939. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Je peux ajouter, en fait, Keynes, à la fin des années 30, est confronté face avec toute la croissance allemande, la croissance militaire de l'Allemagne. On semble qu'il a eu des regrets, en fait, qu'il a eu écrit les conséquences économiques de la paix. C'est là, naturellement, rétrospectif, mais c'est intéressant quand même. Et oui, et comme Gilbert a dit, à 39-40, c'était tous ses écrits, c'était le How to Pay for the War, comment payer la guerre. C'était un petit pamphlet, c'était le mieux reçu jamais en France, supporté par tous les économistes et les milieux politiques, surtout parce qu'il s'agissait de maîtriser l'inflation. Et après, pendant la guerre, il faut ajouter ici qu'il a publié la théorie générale quand même à 1942, donc il a toujours maintenu des liens avec la France. En France, la traduction. C'est écrit par un inspecteur des finances, Jean de l'Argentais. Keynes, n'oublions pas, à la fin de la guerre, a participé aux négociations de Bretton Woods pour un nouveau ordre
monétaire international. Et puis, j'ai oublié ce que je voulais dire, je suis désolé. Ah oui, le problème des réparations, en fait, ne s'arrête pas dans les années 30. La dette a été diminuée, et puis ensuite, lorsque Hitler est venu au pouvoir, évidemment, il a répudié cette dette. Mais après la guerre, justement, au début des années 50, on a repris ce problème de la dette allemande et des réparations allemandes de 14-18. Et en fait, l'Allemagne a commencé à payer, et la fin des réparations, ça a été en 2010. Donc il y a 9 ans, simplement, que cette histoire des réparations s'est terminée. Bien, il nous faut libérer la salle. Merci beaucoup de votre patience et d'être venu nous écouter.